Ouais la team, écoutez un peu la sortie mascarade, c'est-à-dire la sortie du professeur Franklin Nyamsi. Hey, il est trop fort, hein. Je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. De la chaîne TME, bonsoir et bienvenue à cette grande interview. L'actualité internationale connaît une accélération remarquable, marquée par des enjeux et des tensions et des recompositions géopolitiques. Pour en décrypter les enjeux et les dynamiques profondes, la chaîne TM1 reçoit ce soir professeur Franklin Nyamsi, analyste politique et géopolitique, enseignant et intellectuel camerounais. Donc, pour décrypter ces sujets avec lui, nous allons lui donner l'occasion de se présenter. Professeur, bonsoir. Bonsoir à vous. Je suis très heureux d'être à TM1, de m'adresser à ce grand public du Mali, du Sahel, de l'Afrique continentale et de cette diaspora. J'espère que cette émission contribuera à éclairer les lanternes de notre temps. D'accord. Selon vous, pourquoi assiste-t-on aujourd'hui à une telle accélération de l'actualité internationale? On assiste à une accélération apparente de l'actualité internationale parce que les grandes plaques tectoniques sous-jacentes de la géopolitique ont bougé. Okay. La grande question de l'homme sur la Terre, depuis qu'il a pris conscience de son existence à l'issue du processus créatif divin, c'est la question des règles de répartition des ressources qui permettent la reproduction des générations. Donc, le contrôle des ressources du sol, du sous-sol, des ressources des eaux et des ressources aériennes. La répartition de ces ressources, le contrôle et la transformation de ces ressources déterminent les rapports de force entre les hommes. Ceux qui contrôlent les ressources dominent les sociétés. Ceux qui ne contrôlent pas les ressources sont dominés dans les sociétés. Okay. Ceci s'applique au plan du village, au plan de la commune, de l'arrondissement, de la région. Cela s'applique au plan de la ville, de la nation. Cela s'applique au plan de la sous-région, au plan du continent et au plan du monde. La géopolitique internationale est entrée dans une crise nouvelle parce que des forces nouvelles qui ont émergé de ce qu'on appelle le Sud global revendiquent une nouvelle répartition des ressources stratégiques de la planète. Jusqu'ici, et cela depuis pratiquement 600 ans, nous étions sous l'hégémonie de l'Occident. L'Occident contrôlait les corps humains, traite négrière. Il contrôlait les continents de la Terre, colonisation. Il contrôlait les rapports de force entre les puissances, le droit international. Okay. Il contrôlait les échanges, le commerce international. Okay. Il contrôlait la diplomatie. Il contrôlait les arcanes de l'ordre politique international. Okay. Sous le double appel de l'Afrique, de la Russie, de la Chine, de l'Iran, de l'Amérique du Sud, l'ordre ancien craque, d'où l'accélération des événements. D'accord. Ce qui m'amène à vous poser la question justement pour en savoir quelles sont les grandes lignes de force qui définissent aujourd'hui l'ordre mondial, parce que l'ancien ordre mondial, celui qui s'effondre, est celui qui avait été dicté par les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances impérialistes occidentales. Dans cet ordre mondial, tout le reste du monde constituait une ressource naturelle pour l'économie centrale du monde, qui était l'économie de l'Europe et des États-Unis et du Canada. Okay. Avec leurs dominions japonais, australiens, israéliens à travers le monde. Cet ordre-là était basé essentiellement sur les victoires militaires réappropriées de la Première Guerre mondiale et l'équilibre fragile des nations qui a été bâti dans la Société des Nations à la fin des années 10 et à l'intérieur de l'Organisation des Nations Unies à partir notamment de 1946. Cet équilibre-là était en faveur de l'accumulation massive de richesses dans le Nord, et cela pour seulement moins d'un quart de la population de la planète, et l'exploitation massive des richesses de ce qu'on a appelé le Sud global, c'est-à-dire plus de 75% des populations de la planète. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, des forces nouvelles se sont dotées des moyens militaires, des moyens technologiques, des moyens économiques, et qui plus est, des moyens idéologiques et spirituels de contestation de l'hégémonie occidentale. Il s'ensuit qu'aujourd'hui, à l'intérieur de chacun de nos pays,
à l'intérieur de chacune de nos régions, nous sommes confrontés à un grand choix. Allons-nous vers le monde multipolaire, c'est-à-dire le monde d'une répartition beaucoup plus équitable des ressources de la planète, ou est-ce que nous voulons rester dans le monde unipolaire, c'est-à-dire un monde globalement sous la suprématie du dollar, sous la suprématie du droit international d'essence occidentale, sous la suprématie d'institutions internationales où des pays moins peuplés, des pays moins riches en potentiel naturel dictent leurs lois, ou est-ce que nous allons vers de nouvelles organisations internationales comme dans notre sous-région, l'Alliance des États du Sahel, comme l'axe russo-chinois ou russo-sino-nord-coréen qui émerge? Est-ce que nous allons vers la construction du monde multipolaire ou est-ce que nous nous accrochons au vieux monde qui, de toutes les façons, a basculé? Il a basculé vers l'Orient. D'accord, c'est parfait. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut parler d'une rupture ou bien vous estimez que c'est juste une continuité masquée des rapports de force entre puissances? D'abord, on sait que le droit international est entièrement la matérialisation de l'équilibre des puissances. Okay. Ceux qui écrivent le droit l'écrivent avec la certitude qu'il y a une armée qui va appliquer leurs règles. Sinon, le droit sans la force, c'est une vieille antinomie philosophique. Le droit sans la force est impuissant. Et la force sans le droit est aveugle. Or, l'équilibre des puissances, c'est-à-dire l'équilibre des puissances militaires, l'équilibre des puissances technologiques, l'équilibre des puissances économiques, l'équilibre des puissances démographiques, a basculé en faveur, eh bien, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Donc, il s'agit d'une rupture paradigmatique. C'est l'effondrement de la domination occidentale. Ceux qui n'en prennent pas acte, que ce soit en Occident ou ailleurs, vont être brusqués par les événements. Ceux qui ont vu venir ce point de bascule, où les exploités du monde entier revendiquent une égale participation à l'équilibre mondial, ceux qui ont vu venir cela, ils vont mieux participer à la transition dans laquelle nous sommes. L'Alliance des États du Sahel, dans notre continent, est à l'avant-garde de cette transition. Elle a pris les devants de tout le continent africain. Je ne connais pas sur notre continent d'organisation politique qui soit plus avancée que l'AES dans la prise en compte de ce changement géopolitique mondial. Okay. Ce qui m'amène tout droit à la prochaine question, plus ancrée sur le Mali. Récemment, nous avions eu la visite de Nick Checker, au responsable américain chargé de l'Afrique de l'Ouest. Il était récemment à Bamako et vous connaissez les tensions qu'il y a eu entre le Mali et les États-Unis. Selon vous, que signifie cette visite réellement? Est-ce que c'est toujours la redéfinition des rapports de force à laquelle on est en train d'assister ou c'est juste pour relancer la coopération? Alors, moi, la réponse, elle est triple. Okay. Il y a un premier niveau. C'est que nous devons savoir quelle est la doctrine politique internationale qui gouverne les États-Unis. Cette doctrine a été rappelée dans un document essentiel du mois de décembre 2025. La doctrine de stratégie internationale des États-Unis. Elle a 3 invariants. Premier point, elle reprend le mythe politique dominant encore les États-Unis, celui de la destinée manifeste américaine. C'est-à-dire que l'Amérique a vocation, du point de vue de ses idéologues, qu'ils soient du Parti républicain ou du Parti démocrate, à être la première puissance mondiale. America First. Ça se traduit concrètement par plus de 830 bases militaires américaines dans le monde. Il n'y a absolument aucun autre pays qui ait la prétention de dominer le monde et qui puisse se comparer de ce point de vue aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. Le diplomate qui est venu là, il est porteur de cette idéologie de la destinée manifeste, de la suprématie, de l'hégémonie américaine. C'est ce qui explique d'ailleurs le comportement extrêmement condescendant du président américain envers les Européens, ses alliés, et encore plus envers les dirigeants du Sud global. Nous avons quand même assisté à un phénomène spectaculaire, cher monsieur. Le kidnapping d'un chef d'État, le président du Venezuela. Nous allons... Mais on va y venir. Donc voilà le contexte d'abord. Si on oublie ce contexte et qu'on se mette à penser éventuellement qu'un diplomate américain représenterait un changement de la politique américaine parce qu'il nous a rendu visite, on se trompe. Deuxième niveau d'appréciation. Qu'est-ce qu'est le Mali dans la représentation géopolitique et géostratégique américaine? Il faut savoir que le Mali, ce n'est pas n'importe quel pays africain. C'est le pays qui avait été à l'origine choisi par les États-Unis pour accueillir l'Africom, le commandement militaire impérial américain
pour le continent africain. Qui est basé en C'était Allemagne. sous le président Amadou Toumani Touré, Ok. général d'armée, paix à son âme. Le président Amadou Toumani Touré, parmi les actes de bravoure qui seront à jamais reconnus, à son actif, refusa au nom du peuple malien d'être le lieu où se réinstallerait la force de recolonisation, en réalité, militaire, économique et politique du continent africain. Voilà comment l'Africom s'est retrouvé à Stuttgart. Ok. Donc, le Mali représente un obstacle spirituel, symbolique, un obstacle politique, un obstacle moral et civilisationnel important aux visées expansionnistes et hégémoniques américaines sur notre continent. Si on l'oublie, on ne comprend pas ce qu'il y a dans la tête du diplomate. Ok. Maintenant, troisième niveau. On va entrer dans ce qu'on peut appeler la tactique. Ok. Le diplomate que j'ai vu est venu dans le cadre d'une tactique que j'appellerais main de fer dans un gant de velours. Ok. Et qui veut dire? Ce qui veut dire que les États-Unis d'Amérique ont pris acte du fait que les Africains ne veulent plus d'occupation militaire occidentale de leur sol. Et c'est le Mali qui est le pays qui a lancé de manière spectaculaire le mouvement du démantèlement des troupes impérialistes occidentales du sol africain. C'est grâce au Mali que le Burkina Faso, par la suite, s'est aussi levé. C'est grâce au Mali et au Burkina Faso que le Niger s'est levé, que le Tchad s'est levé, et que l'Afrique entière demande aux Américains, aux Européens, de sortir leurs militaires de notre sol. Ça, c'est une aspiration qui est massive. Si vous menez un référendum, si vous menez un sondage, quel que soit le pays africain concerné, le départ des troupes occidentales du sol africain est une exigence non négociable de l'opinion. Ok. Mais c'est grâce au Mali. Alors donc, du coup, si on conteste cette aspiration fondamentale de notre peuple, on va se retrouver avec une mobilisation continentale immense. Le choix a été donc de souffler le chaud contre certains et de souffler le froid contre d'autres, dans l'espoir d'avancer masqué. Dans le cas de la diplomatie américaine, elle bombarde le Nigeria, mais elle dit aux pays de l'AES, nous aimerions entrer avec vous dans une coopération pacifique. Comment peut-on croire en une coopération pacifique de la part d'une puissance qui utilise ses bombes, soi-disant pour défendre des chrétiens, mais en réalité pour contrôler le pétrole, d'une puissance qui est en train d'installer un dispositif massif? Là, par exemple, elle est de retour sur le sol au Nigeria. Elle est présente sur le sol au Ghana. Elle est présente en Côte d'Ivoire. Elle est en train d'encercler l'Alliance des États du Sahel. Comment peut-on croire en sa sincérité si ce n'est une sincérité affectée, le temps pour elle de développer le dispositif otanien de prise en tentacule de l'Alliance des États du Sahel? En tant que géopoliticien et géostratège, je n'ai aucune, mais je vous dis aucune espèce de confiance dans la démarche apparemment positive de la diplomatie américaine envers l'AES. Cette démarche est une tactique. Le temps de se préparer à porter à l'alliance qui porte l'espérance des Africains l'estocade finale. D'accord. La preuve. Les principales organisations terroristes que nous avons sur le continent sont nées des renseignements généraux occidentaux en général, américains et moyen-orientaux en particulier. L'actuel président américain, Donald Trump, en 2016, a affirmé, je cite, « L'État islamique a été créé par l'administration Obama-Clinton. » Comment peut-on prétendre nous aider à combattre les terroristes? Mais dans ce cas, est-ce que ce n'était pas des visées politiques? Parce Pas du que tout, c'était des faits. C'est deux camps qui sont différents. Mais, cher monsieur, ce sont des faits. Vous êtes un historien de l'instant. Vous savez ce qui se passe sans doute au Sénat américain en janvier 2025, les révélations de Madame Tulsi Gabbard, l'actuelle chef de l'agence américaine de renseignement. Elle a sorti les documents montrant que l'USAID, le fameux fonds américain d'aide au développement, a financé directement les organisations terroristes pendant plusieurs années. Et elle a dit, je cite, c'est pour ça que j'aime le livre que j'ai confié à votre rédaction ici lors de mon dernier passage, L'impérial terrorisme. Lisez ce livre. Il n'y a que des preuves officielles occidentales dans ce livre. Tulsi Gabbard dit, j'ai honte, en tant qu'officière de l'armée américaine, de découvrir que nous avons financé et créé les organisations terroristes qui ont ensanglanté le Moyen-Orient et l'Afrique depuis plusieurs décennies. Et que nous avons continué à le faire jusque dans la dernière administration avant notre arrivée au pouvoir pour le deuxième mandat du président Trump. Donc, il faut que nous, Africains, intellectuels, et vous en êtes, que nous prenions très au sérieux ces informations. Ce qui m'amène donc à émettre le plus grand scepticisme, le plus grand doute, et à appeler à la plus grande méfiance envers l'apparente ouverture
l'apparente, on va dire, modestie de la nouvelle approche de l'administration Trump envers les pays de l'AES. Il s'agit de mieux nous approcher, il s'agit de mieux comprendre comment nous résistons pour mieux nous attaquer. Ok, mais c'est ce qui m'amène à vous poser, par exemple, la question sur l'Africom. Mais avant, je voudrais un peu comprendre, parce que vous semblez peut-être donner du crédit à l'administration Trump pas du tout. En parlant, je viens, en parlant du cas comment ça s'appelle, Tulsi Gabbard. Bien sûr. Mais on se souvient quand même du montage fait qui a justifié, par exemple, l'invasion de l'Irak. Bien sûr. Et ça, c'était sur la base de preuves. Bien et sûr. est-ce que, avec cette nouvelle présentation de preuves, on peut encore leur accorder ce même bénéfice du doute? En même temps, vous allez réagir, par exemple, vous allez réagir aussi à la question liée à Africom. Et vous avez entendu la dernière sortie du commandant qui parle surtout d'une guerre, mais d'une guerre à peine voilée contre la Russie, que toutes les actions qui sont en train d'être menées, alors, premièrement, vont dans un sens. Je veux répondre aux deux aspects de votre question. Okay. Premièrement, la guerre contre l'Irak, elle a été justifiée d'une manière absolument farfelue. Dans aucun laboratoire scientifique, que ce soit dans les sciences de la nature ou dans les sciences sociales, on accepte la démonstration que un pays possède des armes chimiques par la monstration d'un tube quelconque devant l'Assemblée des Nations Unies. Il aurait pu montrer, s'il le veut, une cigarette électronique, d'accord? Et ce serait suffisamment une preuve. Il n'a jamais été prouvé que l'Irak détenait des armes de destruction massive. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Dominique de Villepin, a démenti cela frontalement et s'est opposé au nom de la France. Au Conseil de sécurité. Donc ça, c'était même pas une preuve. Le général Colin Powell, qui a fait ce spectacle-là, est l'un des meilleurs officiers de l'armée américaine. Il sait qu'on ne lui a pas donné de diplôme pour ce type de mensonge. Donc, d'abord, laissons ça. Ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'une enquête parlementaire du Congrès, c'est-à-dire de la Chambre des représentants et du Sénat, a été menée et on a déclassifié les documents officiels de l'USAID, c'est-à-dire la traçabilité administrative des paiements partis des États-Unis. Le Mali, par exemple, a protesté quand il a appris qu'on aurait versé environ 12 millions de dollars pour l'aider à lutter contre l'insécurité, alors que ces 12 millions de dollars ont atterri entre les mains d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Donc ça s'appelle une preuve, parce que l'administration américaine a des archives qui sont consultables par l'ensemble des citoyens américains, et notamment les représentants. C'est pas du tout la même chose. Donc, je ne crédibilise pas l'administration Trump. Ce que je crédibilise sont les preuves scientifiques qui ont été délivrées en janvier 2025 devant le Sénat. Et que vous pouvez aller consulter si vous allez à Washington, vous pouvez aller au Sénat, parce que quand c'est déclassifié, c'est offert au public. Vous pouvez aller lire les preuves du financement direct des organisations terroristes par les États-Unis. Ça, c'est d'une. Et de deux, revenons maintenant au deuxième aspect de votre question qui est très intéressant. Ce diplomate qui est venu ici pour présenter en quelque sorte la diplomatie soft de Donald Trump envers l'AES, il n'a pas manqué de laisser traîner l'idée selon laquelle une bonne coopération géopolitique, géostratégique entre l'Amérique et les pays de l'AES passe par la rupture avec l'Africa Corps, c'est-à-dire la rupture avec les forces alliées de la Fédération de Russie. Ça, c'est la violation du deuxième principe de la trilogie malienne, énoncé par le président Assimi Goïta, qui dit « Nous gouvernons désormais le Mali sur la base du principe de souveraineté, de liberté, de choix stratégique de nos partenaires et de défense de nos intérêts vitaux. » Donc, vous avez bien là la preuve que ce diplomate, à l'allure avenante, à l'allure bienveillante, n'était venu ni plus ni moins qu'affirmer la volonté hégémonique américaine, ce qui nous renvoie à la doctrine que je vous ai exposée au départ, comme étant la doctrine axiale de la diplomatie internationale des États-Unis, la doctrine de la suprématie, la doctrine de l'hégémonie absolue sur le monde, ou encore appelée Manifest Destiny Doctrine. Mais professeur, vous affirmez par exemple que l'Africa Corps est allié à la Fédération de Russie. Il n'est pas allié à la Fédération de Russie, il s'agit d'un détachement officiel de l'armée russe. Mais nos États ne reconnaissent pas Africorps. Nos États disent que c'est la Russie directement avec qui nous traitons. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. L'Africa Corps, c'est-à-dire la manière dont la Russie appelle ses forces détachées en Afrique,
est aujourd'hui non pas dans la situation de ce qu'on appelait avant Wagner. Wagner, c'était une société paramilitaire. L'Africa Corps est directement, moi je vous donne l'information scientifique, est directement, mais officiellement reconnu et contrôlé par le département de la Défense, le ministère de la Défense russe. Il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a pas de société militaire privée ici. Au Mali, dans l'AES. En tout cas, de société militaire privée russe. Wagner était une société militaire privée, l'Africa Corps ne l'est pas. Ah, ok. Donc, ils sont déployés. Mais bien sûr. Pour moi, là, je recoupe là l'information officielle de la Fédération de Russie. Hein. D'accord. L'Africa Corps est géré directement par le ministère de la Défense. C'est pas une entité indépendante. D'accord. Donc, on l'appelle comme on veut, mais c'est la Fédération de Russie. C'est la Fédération de Russie. Ok. C'est une coopération officielle. D'accord. Ok. Mais l'Occident, quant à lui, entretient plus de 300 sociétés militaires privées qu'il ne veut pas reconnaître. Les États-Unis en ont une centaine. La France en a une trentaine. On a plus de 300 sociétés militaires privées occidentales ici, dont on ne parle pas. Et qui pourtant, depuis plus de 300 ans, ont commis les pires exactions sur le continent. Moi, je refuse ce dos à dos qu'on fait entre une coopération anti-impérialiste, anti-colonialiste d'une part, c'est la coopération militaire, entre l'Afrique et la Russie, et une coopération, mais néocoloniale et impérialiste, d'autre part, celle qui nous a été imposée par la guerre. Les Russes n'ont pas commencé par nous vaincre à la guerre avant de nous imposer leurs conseillers militaires. Ils ont été appelés comme alliés. Alors que les Français, les Anglais, les Américains nous ont cassé les chines. Ils nous ont imposé des valets et ils nous ont fait signer des accords de coopération et de défense qu'ils ont appelés, des accords bilatéraux. Il n'y a pas de bilatéralité là où il y a d'abord eu vassalité. Est-ce que dans ce cas, certains ne vont pas, par exemple, se poser la question, rapprochement avec la Russie, hostilité ou séparation avec les Occidentaux, est-ce que ça ne renvoie pas au même? Appeler le chat par son nom. Non, ça ne renvoie pas au même, parce que la Fédération de Russie n'a pas une histoire négrière, une histoire coloniale, une histoire néocoloniale ou impérialiste avec nous. C'est un fait scientifique. Je vous mets au défi de m'étudier l'esclavage des Noirs en Russie. Je vous mets au défi de m'étudier la colonisation de l'Afrique par la Russie. Trouvez-moi un pays russophone africain, par exemple. Les langues que nous parlons, le français que nous parlons, nos parents l'ont reçu par le fouet d'abord. Ils l'ont pas reçu, comme vous et moi, à l'école publique ou à l'école privée. Donc, attention, nous avons la responsabilité de nous faire respecter devant tous les peuples du monde. L'Afrique n'est pas à recoloniser, ni par la Russie, ni par les États-Unis, ni par la France, ni par personne. Mais les Africains sont libres de choisir les alliances qui les libèrent et de combattre les alliances qui les aliènent. Jusqu'ici, l'expérience de la coopération russo-africaine est celle de la lutte anticoloniale, de la lutte anti-impérialiste et de la lutte antiterroriste. Je vous rappelle que les deux organisations terroristes qui ensanglantent notre continent, cher monsieur, sont des émanations des services occidentaux. On ne peut pas combattre le terrorisme en s'appuyant sur ses parrains. Parfait. Je pense que c'est bien dit, c'est clairement dit. Ils apprécieront. Ce qui m'amène à une autre question, encore plus proche de nous. Certainement, vous avez suivi cette actualité avec la Cour de justice de l'UEMOA. Voilà, qui a surtout, en fait, qui a surtout condamné la conférence des chefs d'État de l'UEMOA. Exact. Ça, voilà, qui a surtout condamné la conférence des chefs d'État en disant que les sanctions imposées au Mali ne s'appuyaient sur aucune base juridique. Selon vous, que voulait réellement montrer l'UEMOA, surtout 3 ans ou 4 ans après que cette décision soit déjà prise? Il y a 3 niveaux d'appréciation de cette affaire. Vous avez raison de soulever le problème. Le premier niveau d'appréciation, c'est qui a instruit la conférence des chefs d'État de l'UEMOA et même la CEDEAO de punir le Mali à partir du 9 janvier 2022. La réponse est très claire. Les instructions ont été ouvertement données par le chef d'État français, le président Macron, au mois de décembre 2021. Ensuite, n'oubliez pas, il y a 17 pays occidentaux qui ont signé une déclaration commune pour menacer de coups et blessures le Mali et les pays du Sahel s'ils s'engageaient à coopérer, on en parlait tout à l'heure, avec la Fédération de Russie. La déclaration existe. Donc, les instructions qu'ont appliquées les chefs d'État de la conférence, des présidents des chefs d'État de l'UEMOA ou de la CEDEAO sont venus du néocolonialisme français et plus amplement de l'impérialisme occidental. Ça, c'est un. Premier niveau.
Deuxième niveau, quel compte voulait-on régler? Je rappelle que le Mali, c'est le pays qui a refusé l'installation de l'Africom. Okay. Donc, les impérialistes lui ont gardé une rancune tenace. Il est question de démanteler cette montée souverainiste du Mali, parce que cette montée souverainiste inspire toute l'Afrique. Ça, c'est extrêmement important. Deuxième niveau toujours d'appréciation, il faut voir que les chefs d'État de la conférence des présidents de l'UEMOA, qui ont acté ces sanctions illégales, illégitimes et inhumaines, sont tous des chefs d'État qui sont soumis au néocolonialisme français et qui doivent leur carrière politique, pour certains même comme Alassane Ouattara, le président ivoirien, leur carrière professionnelle essentiellement, eh bien, à la puissance néocolonialiste française. Donc, ils ont le doigt sur la couture, exécuter les ordres de leur patron. C'était pas une décision inspirée par les intérêts africains, les intérêts vitaux africains, les aspirations africaines. Alors, ils l'ont fait pourquoi? Pour sauver leur propre fauteuil. Parce qu'ils savent qu'ils ont été placés au pouvoir par la guerre néocolonialiste. Alassane Dramane Ouattara le dit ouvertement, je ne dois rien à personne, si ce n'est en particulier à la France. Ça, il l'a dit de plusieurs manières. Il sait. Il a quand même été élu. Si vous appelez élection un processus dans lequel on exclut toute l'opposition et on affronte des candidats fabriqués, alors le concept d'élection n'a plus de sens. Il ne sert plus à rien de faire des élections si c'est ce qu'on appelle élection qui a eu lieu en Côte d'Ivoire ou dans mon pays natal, le Cameroun d'ailleurs. Ça s'appelle pas élection. J'ai créé un concept pour cela. J'appelle ça des pour-élections. C'est-à-dire commission électorale confisquée par le parti au pouvoir, conseil constitutionnel à la solde du parti au pouvoir, médias d'État à la solde du parti au pouvoir, armée utilisée pour braquer l'opposition et soumettre, eh bien, toutes les volontés, et enfin, proclamation des résultats sous le contrôle du parti au pouvoir. C'est pas des élections. Il vaut mieux pas qu'on organise d'élections en Afrique si c'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire en 2025 ou au Cameroun qu'on appelle élections. Soyons sérieux. Nous, Africains, prenons-nous au sérieux. Okay. Mais alors, donc, je reviens à la troisième raison. Parce que j'ai pas fini ma réponse là. Ok. Maintenant, il y a un troisième niveau d'appréciation. Pourquoi c'est maintenant que la conférence des chefs d'État de l'UEMOA sort le verdict? La Cour de justice. La Cour de justice. Pardon. Pourquoi c'est maintenant? Mais c'est le médecin après la mort. Voilà des gens qui voulaient que le Mali meure. Voilà des gens qui voulaient que les pays de l'AES s'effondrent. Ils font de nécessité vertu. C'est parce qu'ils ont échoué à détruire le Mali. Souvenez-vous de la fameuse conversation entre M. Boubou Cissé et M. Ouattara, qui a été bruitée dans tous les médias. L'objectif, c'était d'effondrer le Mali. Ils ont échoué. Donc, parce qu'ils ont décidé de procéder autrement, ils rétropédalent avec ce type de décision de justice. Je vous rappelle que la décision que j'ai lue n'est pas assortie des modalités de réparation du préjudice qui a été subi. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes sont mortes au Mali. Des familles ont perdu leurs revenus. Des enfants ne sont pas allés à l'école. Il y a eu des institutions économiques et financières sociales et même politiques qui ont été fortement éprouvées par ces sanctions. Il n'y a aucune indication que l'UEMOA, le tribunal de l'UEMOA, soit capable de faire payer cela. Or, il faut payer. Qui dit justice, dit réparation. Or, il n'y a pas là une ambition de réparation. Pour moi, c'est une décision de parade. C'est de la flatterie. Et d'ailleurs, de toutes les façons, la conférence des chefs d'État de l'UEMOA n'a pas renoncé à son adversité contre l'Alliance des États du Sahel en général, le Mali en particulier. Les événements que nous venons de vivre au Niger le montrent clairement. Ok. Je veux bien poursuivre, mais cela m'amène aussi à revenir sur une question, par exemple, qu'on n'a pas élucidée concernant l'Africom. Oui. L'Africom, on sait que le Mali participe quand même aux exercices Flintlock régulièrement, pratiquement. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à la base qui devrait être installée ici, selon vous. Je vous fais une objection. Oui, laquelle? La participation à des exercices militaires conjoints n'est pas conditionnée par l'ouverture d'une base militaire étrangère sur votre sol. La preuve, il n'y a pas de base militaire malienne aux États-Unis. Et il n'y a pas de base militaire africaine en France. Et il y a toujours eu des exercices militaires conjoints. Donc, il n'y a aucune espèce de conditionnalité entre des exercices militaires conjoints. L'Afrique du Sud fait des exercices militaires conjoints tous les jours avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde. Mais l'Afrique du Sud n'a pas de base militaire russe et indienne. Il n'y a aucune espèce de contradiction. Alors, chez nous, ici en Afrique, nous avons une obligation. C'est nous faire respecter
ou alors accepter de nous soumettre et disparaître. D'accord. Si nous acceptons l'installation de bases militaires étrangères, moi je ne suis même pas pour l'installation de bases militaires russes Ok. en Afrique. Je suis contre toutes les bases militaires étrangères. Quand nous avons des forces alliées qui viennent opérer avec nous, elles opèrent, c'est l'idéal, en vivant dans nos propres bases militaires. Et elles peuvent en partir à notre décision. Créer des bases militaires étrangères sur votre sol, c'est accepter d'une manière ou d'une autre une relation, en réalité de soumission, une relation de dépendance. Ok. Ok. Parfait. On va poursuivre avec toujours l'UEMOA. On va revenir. Ah tiens, Ouais, parce que on n'en a pas fini. Je voulais juste qu'on clarifie un peu cette Des choses, situation tout à parce fait. que c'est quand même bizarre parce que c'est le médecin on dit après la que- mort. Voilà, non, en fait, je parle de Flintok. Je parle de Flintok et Non, il y a d'autres, il y a Voilà. d'autres Donc, exercices c'est- voilà. militaires. Exactement. Bon, par exemple, sur le cas de l'UEMOA, mais est-ce que ça va pas fragiliser un peu plus cette institution? Et puis, d'autres cas, est-ce que ce n'est pas un précédent grave qui vient d'être créé entre États et organisations internationales? Et l'avenir même de l'UEMOA, surtout avec le lancement de l'ECO dont on donne une date, je pense en 2027, est-ce que l'UEMOA ne va pas tout simplement appeler à faire autre chose ou bien à disparaître Oui, totalement? moi je pense que l'UEMOA connaîtra le même destin que la CEDEAO. Elle est condamnée un jour à être quittée par des États qui veulent être vraiment souverains. Ok, La monnaie de l'UEMOA, c'est le CFA. tout à fait. Or, le CFA n'est pas une monnaie africaine. C'est une monnaie de la Banque de France, qui a été créée en 1945 par le général de Gaulle et le ministre de Soustelle. Nous avons l'arrêté de création du franc CFA. Le principe même de l'UEMOA est un principe anti-africain. C'est une organisation qui administre une monnaie contrôlée par une autre puissance. Par définition, elle doit être abolie comme telle. Ok. Le processus qui a amené le Mali, le Burkina Faso Et le- et le Niger à sortir de la CEDEAO est exactement le processus qui les amènera tôt ou tard à rompre avec l'UEMOA ou alors à redéfinir, parce qu'il sera toujours possible d'envisager un partenariat entre pays ayant des monnaies différentes. Pourquoi tout à pas? Enfin, je parle un peu de l'ECO. Ok. L'ECO, c'est un cheval de Troie du néocolonialisme français contre le processus de souveraineté monétaire des Africains. Remarquez qu'on parle souvent de l'ECO quand on parle du projet de nouvelle monnaie, eh bien de l'AES. Dès que ce projet est d'une manière ou d'une autre remis en lumière, eh bien on active le discours sur la création de la monnaie ECO. Je vous rappelle d'ailleurs que la véritable monnaie ECO qui devait être créée devait être une monnaie souveraine, indépendante de la Banque de France et à gestion flexible, c'est-à-dire s'adaptant elle-même aux fluctuations du commerce international. Dès que cette idée a été lancée, Monsieur Macron, président français, et son agent numéro 1 dans la sous-région, Alassane Draman Ouattara, eh bien, le vassal de la France-Afrique, parce que c'est ce qu'il est. Non, mais il a été installé par eux. C'est un ancien gouverneur de leur banque. Je ne parle pas de choses, c'est pas de l'invective. Ok, monsieur, professeur, est-ce qu'il faut qu'on aille vite? Mais je vais aller vite. Il faut savoir que ils ont immédiatement lancé un autre ECO qui devait être contrôlé par la Banque de France. C'est ce qui a saboté le vrai ECO. On n'en serait même pas là. L'UEMOA, la CEDEAO aurait déjà une monnaie qui permette à toute cette sous-région de respirer d'un point de vue monétaire. Donc, moi, je considère que l'UEMOA révèle par là qu'elle souffre de la même maladie que la CEDEAO, le néocolonialisme et l'irresponsabilité. Ok. Mais dans ce cas, selon vous, certainement vous l'aviez déjà dit, mais est-ce que comment se positionne aujourd'hui l'AES vis-à-vis de tout cela, avec toute cette recomposition de la géopolitique, avec toutes ces organisations qui sont en train, une à une, de montrer quelque part leurs failles? Comment est-ce que l'AES est en train de redéfinir un peu ce dont on a assisté depuis le début? L'Alliance des États du Sahel est le laboratoire du changement politique africain contemporain. Sa démarcation par rapport à la CEDEAO, disais-je, est l'indication de la future démarcation par rapport à l'UEMOA. Et il y aura, à l'échelle continentale, une grande démarcation par rapport à l'Union africaine. Parce que les maladies profondes dont souffre la CEDEAO, dont souffre l'UEMOA, sont exactement les maladies profondes de l'Union africaine. Une organisation continentale qui est dirigée
par des puissances extérieures à notre continent ne peut pas continuer à être viable pour nous. Il va naître sur le plan monétaire, il va naître sur le plan géopolitique et géostratégique, sur le plan diplomatique continental, de nouvelles organisations. Ok. En Afrique centrale, une alliance des peuples d'Afrique centrale va émerger des décombres de la CEMAC. Ok. Et nous allons assister à une recomposition d'une organisation des peuples africains qui sera en posture de rivalité, je le dis comme ça par anticipation, avec l'actuelle Union africaine. Vous vous souviendrez de notre émission. L'AES est donc le lieu où on prend les décisions qui s'imposent pour que les intérêts vitaux de nos peuples passent au cœur de la politique. Ok. Et c'est pour ça que l'AES est l'organisation politique la plus attractive, la plus intéressante et la plus aimée des Africains de ce continent. Ok. D'accord. En tout cas, l'avenir nous en dira davantage certainement. Ah, mais le président nous le dit. Vous faites une enquête maintenant. Ok. Eh bien, en Afrique, toutes les enquêtes sont favorables. L'Alliance des États du Sahel est l'organisation politique la plus aimée des Africains. Ok. Je vous demande de consulter même les sondages occidentaux là-dessus. Nous, on va faire nos propres sondages pour aussi s'en assurer. Oui, faites-le. Faites-le. Ok. Ce qui m'amène aussi à poser une question qui fait partie de l'actualité. Certainement, vous l'avez suivi. C'est le dernier rebondissement en Libye avec l'assassinat de Saïf el-Islam. Selon vous, est-ce que cela ne fragilise pas davantage ce pays? Est-ce que restera toujours, par exemple, en tant qu'Africain, sous dictat ou sous domination des politiques étrangères et qui ont des conséquences directes sur ce que nous subissons? Et les conséquences, quelles seront les conséquences pour le Mali et pour le Niger qui ont des rapports assez étroits avec ces pays? Saïf el-Islam el-Kadhafi, fils du guide libyen Muammar el-Kadhafi, a été assassiné pour les mêmes raisons que son père a été assassiné. La Libye est une formidable réserve pétrolière. Saïf el-Islam el-Kadhafi représentait le pôle de la résistance contre le pillage de la Libye. Une élection présidentielle avait été annoncée en 2021. Elle n'a pas été tenue parce que les Occidentaux, l'OTAN, qui tient la Libye, à travers les factions libyennes, ont mené un sondage qui a prouvé que Saïf el-Islam el-Kadhafi allait gagner l'élection. S'il gagnait l'élection, le nationalisme libyen, le panafricanisme, le panarabisme libyen retournerait au pouvoir. Les déclarations de Saïf el-Islam el-Kadhafi collaient parfaitement aux positions intangibles de son père. Ça, c'est la première raison. Okay. Du coup, il était la cible de 3 groupes. L'OTAN, qui le considérait comme un empêcheur de piller en Rome. Okay. Le deuxième groupe, ce sont ses rivaux, c'est-à-dire les groupes de milices, les factions qui coexploitent la Libye avec les grandes puissances occidentales et moyen-orientales, c'est-à-dire avec l'OTAN. Mais il y a un troisième groupe qui en voulait, particulièrement à Saïf el-Islam el-Kadhafi, c'est la France-Afrique, notamment l'entourage de M. Sarkozy, qui considérait Saïf el-Islam el-Kadhafi comme le dernier grand témoin de l'arnaque, de l'argent public libyen par Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Bokcha, qui lui a permis de financer sa campagne et dont, en voulant effacer les traces, il a choisi d'assassiner Muammar el-Kadhafi. Voilà les 3 groupes. Enfin, j'ai appris en dernière date que Saïf el-Islam el-Kadhafi était détenteur d'informations importantes sur l'argent de Epstein. Et que le fameux Epstein, dont le scandale pervers défraie actuellement la politique occidentale, est quelqu'un qui a financé la campagne occidentale, la campagne guerrière d'Al-Qaïda et de l'État islamique, et en Libye. 50 millions de dollars d'Epstein ont été de notoriété payés aux groupes terroristes qui ont attaqué la Libye. Et Saïf el-Islam el-Kadhafi détenait des documents qu'il a apparemment eu le temps de donner à la presse avant d'être tué. Donc l'assassinat de Saïf el-Islam el-Kadhafi confirme que l'obsession occidentale de s'approprier l'Afrique par la force, par la puissance, n'est pas une illusion. Enfin, il faut ajouter que le renseignement spécial russe a révélé, il y a à peine 3 jours, que l'intention du néocolonialisme français face à la résistance des souverainistes panafricanistes du Sahel, c'est la décapitation de tous ces régimes par l'élimination des dirigeants. Il est certain que Saïf el-Islam el-Kadhafi fasse partie de la cohorte des martyrs de l'impérialisme et du néocolonialisme. Ok, restons toujours sur l'international. Et vous l'avez marqué, l'enlèvement de Nicolas Maduro et son épouse.
selon vous, est-ce que le Venezuela demeure un point de tension majeur et pourquoi on n'a pas entendu, par exemple, les autres soutiens assez fermes du Venezuela, tels que la Chine, la Russie, et est-ce que le pays sortira vraiment de cette impasse dans laquelle il est plongé depuis quelque temps? La crise américano-vénézuélienne est un véritable tableau de classe géopolitique et géostratégique internationale. Pourquoi? Le motif allégué pour lequel Donald Trump a kidnappé au mépris du droit américain, je rappelle que l'acte de guerre qu'il a posé n'a pas été autorisé par le Parlement américain. Il a violé la loi américaine et il a violé le droit international. On n'a pas le droit d'arrêter un chef d'État d'un pays souverain comme il l'a fait. Le motif qu'il a avancé, c'était que Nicolás Maduro était à la tête d'un cartel de narcotrafic nuisant à la santé et à la sécurité des États-Unis. Mais à peine Nicolás Maduro kidnappé et amené aux États-Unis, ce sont les juges même du tribunal de New York qui ont barré le motif, en prétendant que ce motif n'était pas documentable. Nicolás Maduro n'a jamais été à la tête d'un cartel et il n'a jamais prospéré dans le commerce de la drogue. Les juges ont écarté cela d'emblée. Ça, c'est le premier point. Nous avons donc affaire à un acte ignominieux du point de vue moral, parce qu'il n'a aucun fondement factuel, aucun fondement juridique, ni en droit interne américain, ni en droit international, encore moins en droit vénézuélien. Mais il y a un deuxième point dans cette affaire. Moi, je trouve l'attitude du régime qui a été installé, bref, il n'a pas été installé, c'est le même régime, mais il y a une aile particulière représentée par Madame Rodriguez qui est maintenant au pouvoir et qui est très conciliante avec les États-Unis. Je trouve son attitude très suspecte. Et je pense que, pour ma part, on doit faire l'hypothèse que Nicolás Maduro a été trahi par une partie de l'establishment vénézuélien. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, soupçonnait, oui, mais je ne soupçonne pas, j'ai beaucoup d'indices. J'ai beaucoup d'indices d'une coopération unilatérale, d'abord des forces armées. La manière dont il a été enlevé, c'était pas possible sans la complicité des forces armées. Et il y a une espèce de purge qui se poursuit actuellement dans les forces armées vénézuéliennes. On ne sait pas trop à qui elles profitent, puisqu'on voit de l'autre côté une politique de plus en plus conciliante avec les États-Unis. Ils ont par exemple mis la main sur 50 millions de barils de pétrole, avec l'approbation de l'actuelle présidente, qui continue à tenir la rhétorique révolutionnaire classique du régime vénézuélien, mais qui mène une politique clairement de coopération avec les États-Unis. Mais et les autres pays qui soutiennent non, mais troisièmement, je viens à ça, voilà, le Venezuela, y compris sous sous Maduro ou sous Hugo Chavez, n'a jamais signé d'accord militaire de coopération et de défense mutuelle. Ni avec la Russie, ni avec la Chine, ni avec personne. Parce que cela lui avait été tracé comme une ligne rouge par les États-Unis au nom de leur doctrine Monroe. Il lui avait dit, le jour où vous signez ça, on attaque. Vous comprenez? Donc le Venezuela n'avait pas cette clause. Et Nicolás Maduro n'avait pas signé avec la Russie un tel contrat. Ça aurait pu changer quelque chose? Mais vous voyez bien que c'est ce qui change tout en Iran maintenant. On va venir, on va la prochaine. Ça changeait complètement les choses. Si l'armée américaine était convaincue, en attaquant Caracas, qu'elle se retrouverait face à des détachements de l'armée russe, je peux vous dire qu'elle n'aurait pas attaqué. On aurait eu la situation à peu près comparable de la crise de 1962 avec Cuba, lorsque, cette fois-là, l'armée russe était installée militairement à Cuba, avec des missiles de guerre pointés sur les États-Unis. Donc, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que Nicolás Maduro croyait encore, avec son régime, à une troisième voie, non soumission aux États-Unis, mais en même temps, non pacte avec la Russie sur le terrain de la défense mutuelle. Vous l'aviez évoqué tantôt, c'est notre prochaine question, l'Iran. Et on voit la montée de l'escalade. En même temps aussi, on assiste à une sorte de yo-yo qu'on est en train de jouer. Selon vous, est-ce que cela redéfinit-il en fait les rapports de force également entre puissances et comment les alliances et les rapports de force évoluent-ils autour de Téhéran aujourd'hui? D'abord, l'Iran, contrairement à ce que la propagande néocolonialiste et impérialiste occidentale nous en a dit, c'est une grande civilisation multimillénaire. C'est une nation d'abord polyphonique, variée. J'espère que vous savez par exemple qu'il y a des juifs iraniens. C'est une nation extrêmement variée, mais qui a connu une grande et longue civilisation politique qui date de l'empire des Perses et des Mèdes. C'est une grande terre de civilisation. Il ne faut pas l'ignorer. Deuxième élément qu'il ne faut pas ignorer,
L'Iran est un pays qui s'est reconstruit à la fin des années 70, donc avec la révolution menée par l'ayatollah Khomeini, autour du principe de l'alliance de deux forces. La foi, dans une branche particulière de l'islam qu'on appelle le chiisme, et de l'autre côté, la haute technologie, la science. Il y a des centaines de milliers d'ingénieurs de très haut niveau, de technocrates et de bureaucrates de très haut niveau qui ont été formés en Iran. C'est une puissance techno-scientifique. En même temps que c'est une puissance en termes d'idéologie religieuse. C'est vraiment le grand bastion du chiisme dans l'islam. Ça, c'est le deuxième élément qu'on n'apprécie pas suffisamment sur l'Iran. Enfin, troisième élément, ils ont compris que la souveraineté est absolument liée à la capacité de dissuasion militaire. Et ils se sont axés dans le développement de leur capacité de dissuasion. La preuve en a été donnée par la défaite spectaculaire qu'ils ont administrée à Israël lors de la guerre de 12 jours. Le monde entier a vu que l'Iran... C'est pas encore clair. Mais je vous donne mon point de vue. Vous m'avez appelé pour que je dise ce que je pense. L'Iran a battu Israël. Aucune puissance dans le Moyen-Orient n'avait été capable de frapper les cœurs névralgiques de l'appareil d'État israélien comme l'Iran l'a fait. Et ce sont les États-Unis qui se sont interposés pour stopper les dégâts. C'est ce que nous avons vu. Nous qui étudions scientifiquement l'affaire. Il n'y avait jamais eu une puissance dans tout le Moyen-Orient qui a été capable de frapper le centre névralgique de l'intelligence israélienne, le Mossad, et de le balayer. Donc, l'Iran a montré que si on tenait à sa disparition, lui, il pourrait faire disparaître, en même temps éventuellement que lui-même, tous les satellites de l'impérialisme occidental dans la sous-région. Alors, maintenant, l'Iran a acquis une quatrième dimension. C'est des alliances fortes avec la Fédération de Russie, avec une clause de défense mutuelle. Vous comprenez pourquoi Donald Trump a du mal à tirer, à lâcher ses bombes. Il y a une clause de défense mutuelle irano-russe. Et ça s'est compliqué parce que la même clause... On n'a pas vu cette clause lors de la guerre de 12 jours. Ah, mais c'est vous qui le dites. Mais moi, je pense qu'une partie de l'efficacité iranienne face à Israël ne peut s'expliquer que par la bonne intelligence entre les Iraniens et les Russes. Et que les Américains ont mesuré le danger à cela. Quand ils ont senti que la Russie soutenait l'Iran, que la Chine soutenait l'Iran, ils ont fait cesser le conflit. Et maintenant, la Chine, ouvertement, soutient l'Iran. Et puis, n'oubliez pas, cet État extrêmement courageux, la Corée du Nord, qui, elle, s'est engagée à faire partie du conflit, si les États-Unis le déclenchent. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien le modèle vers lequel l'Afrique doit aller pour cesser d'être agressée. On ne peut pas se protéger des agressions impérialistes si on ne donne pas la claire certitude aux puissances impérialistes qu'elles peuvent subir des conséquences sévères. C'est la loi de la géopolitique, de la géostratégie internationale. Donc, ce qui m'amène à vous poser la question de savoir, est-ce que nous sommes entrés dans un nouveau monde multipolaire? Et dans ce nouveau monde, le centre de gravité autour des pouvoirs, ce sont autour du pouvoir mondial aujourd'hui. C'est de quel côté? Et comment l'Afrique doit avoir sa place dans ce centre de gravité? Alors, le monde multipolaire est déjà en cours. Et le concept même de multipolarité signifie la multiplicité des centres de gravité. C'est dans le monde hégémonique, unipolaire, que le centre de gravité, c'était l'OTAN, au sommet de laquelle les États-Unis. Et le monde entier soumis à l'OTAN et donc aux États-Unis. Le symbole étant la suprématie internationale du dollar. Ce monde-là est un monde disparu. Il est en train de couler sous les flots comme un continent englouti, comme le raconte par exemple le mythe de l'Atlantide. Alors, dans le monde multipolaire, comment ça fonctionne? C'est un monde de souveraineté réciproque. C'est un monde de négociation, de consensus, de compromis. C'est un monde où personne n'impose unilatéralement ses règles aux autres. Ce sont des règles arrangées. Mais dans ce monde aussi, les rapports de force comptent. Comment l'Afrique peut-elle s'en sortir dans le monde multipolaire? En bâtissant des puissances comme l'Alliance des États du Sahel. Quelle question? Nous sommes au laboratoire, cher ami. C'est ici que l'Afrique est en train d'accomplir ce qu'elle aurait dû accomplir depuis très longtemps. Le grand livre du président Francis Kofi Kwame Nkrumah, Africa Must Unite, avait énoncé tous les termes, et c'est l'idéologie panafricaniste qui est le socle, de référence conceptuelle de tout cela. Si nous agrégeons nos nations,
et nous allons de l'agrégation à l'union, à la communion, nous constituons des puissances. Et dès lors que nous constituons des puissances, nous devenons difficilement attaquables par des ennemis de taille comparable. Et si par contre nous compensons nos limites par des alliances avec des puissances capables de contraindre nos ennemis, ce qui est le cas de l'Alliance des États du Sahel avec la Fédération de Russie, avec la République populaire de Chine, nous pouvons à ce moment-là arriver à un équilibre où nos décisions souveraines seront mises en œuvre. Il n'y a pas d'autre secret. C'est le travail, c'est la puissance qui, déclenche le respect des nations. Ok. Donc, la dernière séquence de la question pour clore, parce que nous sommes déjà à la fin. Terme. Voilà. Ah, mais j'ai pas vu passer le temps. Voilà, c'est passé très vite. Quels sont, selon vous, les principaux risques géopolitiques à surveiller? Et dans ce cadre-là, les opportunités réelles de cette recomposition mondiale offrent à l'Afrique, ce sont lesquelles? Vous enchaînez directement. Pour moi, les principaux risques auxquels nous devons nous préparer, c'est d'abord le risque de nous laisser continuellement bercer par la propagande de l'idéologie démocratique occidentale. La démocratie occidentale doit cesser d'être le référentiel de nos débats politiques. D'abord parce que l'Occident, avec ses 12 monarchies, ses crimes de guerre, ses crimes contre l'humanité, ses crimes économiques depuis 600 ans, n'a aucune leçon à donner au monde. Nous devons nous décoloniser intellectuellement. Nous sommes en danger tant que nous sommes intellectuellement colonisés, quand nous pensons la politique. Nous devons penser à partir de nos propres modèles. Je dis souvent au Mali, soyons Kouroukan Fougancrates. Je dis souvent aux Africains, selon Mahatocrate. Le plus ancien concept politico-éthique que l'Afrique a élaboré, c'est Mahat, qui veut dire vérité, justice, solidarité. Bâtissons nos propres systèmes politiques, conformément à nos aspirations, et jugeons-nous par nos propres critères. Nous sommes là sur la première menace. La deuxième menace, c'est le danger de l'humanitarisme. Il ne faut pas que nous croyions qu'il y a au monde des gens qui nous aiment plus que nous-mêmes. Derrière l'humanitarisme se cache bien souvent l'impérialisme. Deuxième danger. Troisième danger qui nous menace, la conception du leadership politique. Nous sommes en danger si certains d'entre nous estiment qu'ils sont indispensables à leur peuple et ne se conçoivent pas simplement comme des serviteurs de l'émancipation, de la prospérité et de la dignité de leur population. Donc nous devons faire émerger un leadership de service. Enfin, il y a un quatrième grand danger qui nous menace, c'est le danger de l'anti-science, le danger de la haine de la pensée, la haine de la réflexion, la haine du livre. Beaucoup de nos jeunes générations et même de nos anciennes générations ne lisent plus. Nous devons reprendre le chemin de l'accomplissement intégral de l'homme et nous devons aimer notre continent, car c'est ce par quoi Dieu a voulu que nous soyons humains. Aimer notre continent. Voilà, je pense que c'est sur ce mot qu'on peut mettre fin à l'émission. Merci beaucoup vraiment, professeur, de nous avoir fait l'honneur d'être là sur ce plateau. Et merci également à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis, et nous leur demandons bien sûr de rester connectés au programme de la chaîne TME, la chaîne qui vous